Cette table ronde a donc pour intitulé « Autour de l'engagement des assises du socialisme au pacte du pouvoir de vivre, comment se vit aujourd'hui l'engagement syndical, associatif ou politique ?» Vaste sujet qui a été d'une certaine manière introduit par Frédéric Savicki à l'instant. C'est donc une table ronde sur la postérité. On peut dire qu'on va essayer, je vous propose en tout cas, de découper de la manière suivante cette discussion. Une très courte partie rétrospective, en tout cas la postérité rétrospective, c'est-à-dire de 1974 à aujourd'hui, avec une question que je vous pose à tous les trois. Alors, vous n'avez pas vécu de la même manière les assises, mais quel rôle, quel regard ça a joué dans votre socialisation politique ou syndicale, et quel bilan vous en faites, non pas sur la conquête du pouvoir, mais sur ce que Geneviève de Ménachich évoquait tout à l'heure, sur la culture politique ou la culture syndicale, disons, la dimension plus sociétale des assises. Donc peut-être on peut commencer tous les trois par cette question-là, et puis on consacrera l'essentiel du temps qui nous restera à parler de la situation actuelle et de l'avenir. Allez, François, pour commencer. Bonjour, merci de l'invitation et de cette question. Il se trouve que j'ai été acteur des assises, puisque j'en étais l'un des secrétaires avec Georges Constantin. Ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est l'intervention de Jean Glavany. Après les assises, et probablement à cause de l'arrivée de ces rocardiens qui étaient d'abord et beaucoup des penseurs, le bouillonnement à l'intérieur du Parti socialiste. Nous avons connu une période extraordinaire de créativité. Pourquoi? Parce que, et j'en faisais partie, mais un certain nombre d'entre vous en faisaient partie, nous avons investi les commissions du Parti socialiste avec l'idée qu'on avait la possibilité de faire bouger les choses. Et donc c'est à cette période, et ça a continué pratiquement jusqu'en 93, depuis le Parti socialiste ne travaille plus, d'ailleurs je n'en fais plus partie, non. Mais ce bouillonnement a été un élément extrêmement important. Parce que on a cru que l'arrivée d'un certain nombre de militants associatifs, parce que nous étions des militants associatifs en même temps que des militants politiques, c'est en ça d'ailleurs qu'on fera la différence avec maintenant. Nous sommes arrivés avec des histoires que nous vivions sur le terrain. Et ces histoires, on avait envie de les traduire. Et je vais légèrement anticiper, mais on reviendra dessus. Je ne sais pas qui aujourd'hui, dans le parti politique, a envie de traduire des histoires. Lucile, qui n'a pas été une actrice centrale des assises du socialisme. Je n'ai pas été... Oui, d'accord, je viens. Non, je n'ai pas été une actrice centrale, et je dois dire que c'est dans la perspective de cette intervention que je me suis intéressée aux assises, donc je suis désolée de vous décevoir, mais en tout cas, pour un certain nombre de personnes, ce n'est pas un événement historique qui a marqué l'envie de s'engager au Parti socialiste. C'est pour d'autres raisons que je m'y suis engagée, et peut-être que je l'ai quitté. Moi, je trouve qu'il travaille toujours, mais qu'on ne le voit pas assez. Bon. En tout cas, à vous écouter, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal là-dedans, qui est très intéressant, c'est-à-dire la capacité à ce que... les personnes qui sont à gauche pour des raisons différentes, qui voient la conquête du pouvoir différemment, aient pu discuter ensemble et d'une manière qui, si j'ai bien compris, était assez diplomatique. Donc ça, je trouve ça intéressant, mais j'ai aussi adoré que Gérard nous dise que sur le terrain, ça ne se passait pas comme ça et qu'il y avait de la conflictualité. Et donc, moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce qui a été raconté sur les assises, auquel, encore une fois, je ne m'étais guère intéressée, c'est la capacité qu'il y a dans un parti politique à la fois à être dans la diplomatie, à discuter alors qu'on n'est pas d'accord, et puis par ailleurs à affronter la conflictualité, à le faire réellement. Et il me semble que ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque fâcheusement aujourd'hui dans les partis politiques. On s'affronte par voie de presse interposée, en allant sur BFM, mais qu'il n'y a pas assez de discussions vraies lorsqu'on n'est pas d'accord sur la conquête du pouvoir, la stratégie, et qu'on n'est pas d'accord aussi sur la hiérarchie des questions. Et puis en vous écoutant,
Je me suis dit aussi que le monde avait beaucoup changé. Ça a été dit notamment par Marie-Noëlle, qu'à l'époque, la question écologique n'était pas aussi présente, que la question de la mondialisation que tu as abordée, Marie-Noëlle, n'était pas aussi présente, et que sans doute, ça rend l'exercice plus compliqué et qu'on aurait besoin de faire plus d'assises, mais qu'ils soient des assises vraiment politiques et pas des assises... Parce que vous savez, depuis, on fait des assises une fois par mois, en fait. Et ça, c'est une différence, je pense, qui est importante. C'est qu'à force de faire des assises une fois par mois, elles perdent leur sens et que la question des assises politiques, ça, c'est une question qui est posée, alors qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'assises pour peut-être s'ouvrir vers ailleurs, mais tout en étant, comme l'a dit Frédéric Savicki, en sachant pertinemment à l'avance que ça ne changera rien sur la désignation des candidats. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'aurais aimé qu'il y ait, d'une certaine manière, quelque chose qui soit dit ensuite sur la façon dont les candidats rocardiens ou les candidats venus qui n'étaient pas mitterrandiens, quel a été l'équilibre des choses. Je trouve que le prolongement entre la discussion et ce qui se passe réellement sur le terrain dans un parti politique, c'est ça qui rend des assises importantes, concrètes et qui leur donne une force politique, pas seulement la tribune, mais ensuite ce qui se passe après. Frédéric Savicki disait tout à l'heure qu'on a beaucoup centré nos débats, nos discussions, notre regard en partant du Parti socialiste. Et donc là, c'est intéressant, je repose la même question pour Laurent, qui n'a pas participé non plus aux assises, mais dont la socialisation s'est faite d'abord à la fois à la JOC et évidemment une socialisation syndicale. Quel regard, est-ce que ça existait, les assises, et ça disait quoi? Bon, bonjour à toi à tous, merci de l'invitation. Évidemment, je n'ai pas participé, mais par contre, oui, c'était présent, et c'est assez présent dans la formation des responsables et des militants de la CFDT quand on fait l'histoire de l'organisation et ces différentes orientations. C'est présent parce que ça a été vécu à la fois, vous savez, moi j'avais coutume de dire que la CFDT était une organisation qui réclamait une autonomie à l'égard du politique, mais c'est une organisation extrêmement politique en fait. Ça a été vécu comme étant un moment où il y a eu un risque de se brûler les ailes. D'ailleurs, ça s'est traduit un peu comme ça en termes de désyndicalisation post-81. Hein, la plus grande période de désyndicalisation pour la CFDT, c'est post-81. Et donc, c'était vécu comme étant finalement une forme de tentative, hein, mais par quelques-uns. Encore une fois, je pense que ça a été dit, mais ce n'est pas l'ensemble de l'organisation qui décide d'adhérer aux assises du socialisme. Hein, ce sont des responsables. Alors avec... Quand vous êtes membre de la commission exécutive, vous allez aux assises socialistes, c'est que votre secrétaire général est plutôt d'accord en général, quoi. J'imagine. Mais, enfin, j'en suis certain. Mais voilà, une tentative de construction d'une alternative politique, hein, qui était quand même souhaitée et qui est sans doute souvent souhaitée par les membres de la CFDT, mais avec, je crois après, en tout cas c'est un peu l'héritage qui nous a été laissé, moi j'arrive plutôt 2 générations derrière, de déception. Et de déception notamment sur plusieurs phénomènes, mais il y en a un sur... c'était quand même la période où les ouvriers distribuaient les tracts et les autres se présentaient aux élections. C'est comme ça que ça a été vécu. Moi je l'ai vécu comme gamin à 7-8 ans en 81. Mes parents ouvriers distribuaient les tracts et les mandats étaient, pour d'autres, non pas qu'ils l'espéraient eux-mêmes d'ailleurs, ils s'en foutaient, mais pour d'autres ça aurait pu être le cas, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que ce moment de rapprochement entre le monde ouvrier que peut représenter une organisation syndicale et un parti politique ou des forces politiques, ce n'est pas traduit non plus par une forme de partage du pouvoir derrière, quoi. Non pas, je ne sais pas s'il le voulait ou pas, enfin, mais en tout cas, c'est pas comme ça. Et c'était un moment où ce rapprochement a créé de la confusion, et c'est ça qui a amené après. Enfin, c'est aussi à partir de ces expériences-là que on a connu ce fameux recentrage à la CFDT, qui n'était pas un recentrage politique comme certains l'ont interprété, qui était un recentrage sur notre fonction syndicale d'être auprès et avec les travailleurs en défense des travailleurs. Donc, c'était pas omniprésent dans le débat et c'est pas omniprésent, j'imagine, encore maintenant dans la discussion au sein de la CFDT, mais c'était un moment dont on parlait, dont on discutait, notamment quand on parlait, et encore aujourd'hui je crois, quand on parle du rapport aux politiques d'une organisation syndicale comme la CFDT.
Voilà, une excellente transition, puisque c'est précisément l'objet de la discussion qui vient. J'essayais, juste pour fixer les idées, puisqu'on fait 50 ans après, 74-2024, d'essayer de regarder terme à terme où on en était, ce qui avait changé et ce qui n'avait pas changé. Quand on regarde ce qu'était le champ politique en 74, il était marqué par une bipolarisation et un clivage gauche-droite extrêmement structurant. On voit qu'on est dans une situation qui est très différente aujourd'hui. Deuxièmement, pour la gauche, une perspective qui était celle de la conquête du pouvoir, avec une stratégie qui, au moins à ce moment-là, ne fait pas de débat, qui est l'union de la gauche. Troisièmement, quand on regarde la situation politique, le PS n'était pas encore le leader à gauche, mais était en dynamique. Et on était quelques mois après une élection présidentielle où le candidat était un candidat socialiste, candidat d'union de la gauche, mais candidat socialiste François Mitterrand, qui fait un peu plus de 49% des voix. Donc là aussi, on voit à quel point les choses ont changé. Mais quand on regarde la situation syndicale de l'époque, on a une CGT qui est dominante, une CFDT qui a 10 ans, et une EFO qui est fort. On voit aussi l'ampleur du changement sur le terrain syndical. Et enfin, quand on regarde ce qu'était l'ambition, disons une ambition partagée de ceux qui participaient à ces assises, le socialisme démocratique, voire la social-démocratie, non pas le mot, pas nécessairement l'idéologie, mais en tout cas l'idée que les liens avec la société civile et avec les syndicats étaient un élément déterminant. Bon. Et donc là aussi on voit en tout cas les interrogations. Est-ce que le socialisme démocratique, on participait la semaine dernière avec Lucille et Laurent, là on passe toutes nos fins de semaine ensemble à Angers un débat autour de la social-écologie. Donc voilà, quelle est maintenant l'ambition et la perspective. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est par là que Laurent terminait, puisque la question qui vous est posée, c'est comment se vit aujourd'hui l'engagement syndical, associatif ou politique. C'est quel est le rapport à la fois aux politiques, aux partis politiques, à la gauche, dans cette situation un peu inédite que nous traversons. Qui veut... Allez, on recommence dans le même ordre. Je pense qu'il y a un énorme changement chez les jeunes en particulier par rapport aux politiques, parce qu'ils ont vécu, on l'a vu ce matin, la période des 30 Glorieuses, les difficultés à trouver sa place dans la société, une société de plus en plus individualisée dans laquelle les projets personnels prennent de plus en plus de place, et donc nécessairement l'attitude des plus jeunes générations par rapport aux politiques, elle a pris du recul. En face, il faut s'interroger pour savoir si le politique a compris cette évolution. Et là, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, comme président du Secours catholique, j'essaie de vous redire ce que j'ai vécu. Lorsque, avec le Secours catholique et beaucoup d'autres associations, avec un gouvernement de droite, nous n'avions pas le moyen de parler avec les responsables politiques. Avec les gouvernements de François Hollande, nous avons toujours parlé avec les responsables politiques. Je ne dis pas qu'ils nous ont écoutés, mais nous avions dans nos associations des gens qui se disaient « Tiens, après tout, la mobilisation, la réflexion, le plaidoyer peut-être être enfin entendu par quelqu'un. » Et donc, c'était mobilisateur. Et moi, j'ai vécu au sein du Secours catholique ce que je n'imaginais pas, des équipes réfléchissant au rapport avec l'autorité politique, gouvernementale, départementale, régionale, parce qu'ils avaient l'impression, je dis bien lorsqu'ils étaient de gauche, de pouvoir être écoutés. D'ailleurs, ça a changé parce que lorsque c'est devenu le gouvernement de M. Valls, on n'a plus du tout été entendu. Et c'était encore, hélas, un gouvernement de gauche. Non, mais c'est tout ça pour vous dire que je pense que le politique, il n'a pas toutes les responsabilités et que nous avons nous aussi ça. Parce qu'il faut aussi être capable d'entrer en dialogue avec le politique
en entrant dans sa propre préoccupation, qui est, comme tu l'as dit, une préoccupation électorale, une préoccupation de pouvoir, alors que spontanément nous ne l'avons pas, mais de pouvoir entrer dans sa logique à lui avec nos propres propositions. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ça je crois que c'est très inquiétant, c'est que dans le monde associatif, nous n'avons plus envie de dialoguer avec le politique. On fait du plaidoyer, chacun d'entre nous fait du plaidoyer, on pourra parler du pacte de pouvoir de vivre tout à l'heure, mais j'ai le sentiment que nous n'avons plus envie de partager ce plaidoyer, on a envie de l'imposer, on a envie de dire ben, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, et que le dialogue ne se fait plus. Et là, je pense que nos politiques ont une vraie responsabilité parce qu'eux-mêmes ne viennent plus de nos mondes et ne savent plus ce que c'est que la culture du dialogue. Et là, peut-être, j'ai répondu trop vite tout à l'heure, mais l'un des résultats des assises et des rocardiens dans tout ce monde-là, c'est que nous avions la culture du dialogue et du compromis. Et je crois qu'aujourd'hui, nos responsables politiques n'ont plus cette culture du dialogue et du compromis. Alors, du côté des associations, on ne l'a pas trop non plus. On a envie chacun de défendre sa boutique. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on passe notre temps à chercher de l'argent, à chercher de nouveaux responsables. Donc, des deux côtés, on a perdu en partie cette culture du compromis et du politique. Le mot compromis arrive aujourd'hui dans le monde politique actuel. Ça va être extrêmement difficile, car nous n'avons plus cette culture. Mais des deux côtés. Merci François. Alors, Lucile, avec deux questions dans la question, compte tenu de ton parcours. Dans ce qu'étaient les assises, tu serais un peu la troisième composante, celle de la société civile. Aujourd'hui, le monde des idées avec la fabrique. Et puis, je disais, la perspective, c'était la perspective partagée, le socialisme démocratique. Alors, du point de vue de la fabrique écologique, ça serait quoi la perspective aujourd'hui ? Merci Gilles. Moi je voulais quand même dire une chose, c'est que le terme d'engagement politique, on le vit différemment selon effectivement qui on est et le moment où on entre dans un parti politique. C'est-à-dire que par exemple Frédéric qui disait si on est un attaché parlementaire ou si on n'a pas travaillé avant d'entrer dans un parti politique, je pense que l'engagement politique est différent. C'est davantage un engagement de carrière. Lorsque moi je suis entrée au Parti socialiste à 39 ans, j'étais haut fonctionnaire, j'avais des convictions, j'avais eu des engagements sur l'Algérie. Je ne suis pas entrée pour faire carrière au Parti socialiste. En revanche, et je trouve que dans l'engagement politique, il y a des sous-catégories d'une certaine manière, ou des choses qui devraient aller de soi. On peut s'engager comme expert, on peut aller dans les commissions, ça a été dit par certains d'entre nous. On peut avoir envie d'être élu, on peut avoir envie d'être les deux. Et je pense que c'est mieux d'essayer de faire les deux choses. Parce que je pense que si on est expert dans les commissions et qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie politique de terrain, c'est un problème. Et j'avais envie de dire que pour moi, l'engagement politique, d'une certaine manière, il devrait aussi se nourrir d'autres engagements. C'est-à-dire que si c'est un engagement politicien pour faire carrière, moi, j'appelle pas ça un engagement, en fait. J'appelle ça une manière de faire carrière, voilà, disons-le. Donc, attention à bien préciser ce que nous entendons collectivement par engagement politique, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends des jeunes, par exemple, quels que soient les partis politiques qui me parlent de « oui, on ne fait pas de la popole », moi, je ne connaissais pas cette expression, mais je l'entends par des gens qui ont 30 ans, 35 ans, il y a la popole, et puis ce que j'appellerais l'engagement politique. Et la popole, ce n'est pas de l'engagement politique, ça s'appelle « il faut exercer le pouvoir, c'est nécessaire », mais est-ce que c'est un engagement? Je pose la question. Alors, par rapport à ta question sur la société civile, moi, je suis peut-être partie de la... Aujourd'hui, je fais partie peut-être de la troisième composante, mais dans ma vie, j'ai été élue, j'ai été dans un cabinet ministériel du temps de Jospin, j'ai été... Enfin, voilà. Donc, j'arrive à la troisième composante, et c'est ça qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que c'est peut-être dans la troisième composante, mais je suis pas responsable syndical, qu'on se sent le plus politique. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, ne plus appartenir à un parti politique peut être une manière de se sentir libre d'être dans l'engagement politique. Pourquoi? Parce que ça dépend du caractère, ça dépend de sa relation au réel, ça dépend de sa capacité à faire des compromis, ou que sais-je. Mais peut-être que c'est pour vivre ses convictions dans un cercle de réflexion, dans une association, puisqu'en ce moment j'effectue une mission chez Emmaüs, qu'on se sent le plus proche de ce qu'on aspirait à trouver dans un parti politique. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsqu'on fait une mission chez Emmaüs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez avec vous des personnes très précaires,
qui ne parlent pas ou qui n'ont pas le droit à la parole dans le débat public, qui pour certaines sont sans papier, et donc vous mesurez qu'est-ce que c'est que l'engagement politique de gauche auprès de personnes qui sont dans une situation d'invisibilité. Quand vous êtes au Parti socialiste, vous entendez parler de l'invisibilité, vous en entendez beaucoup parler. Quand vous êtes où que ce soit, d'ailleurs vous entendez beaucoup parler de l'invisibilité, dans les médias aussi. Mais quand vous voulez réellement... Quand la question de la relation réelle est quelque chose aujourd'hui de profond, me semble-t-il, par rapport à l'engagement. Et par rapport à ce que disait François, je crois que chez les jeunes, le sujet n'est pas de s'être éloigné des partis politiques, c'est d'avoir voulu, dans un certain nombre de cas, se rapprocher de la réalité. Et donc, cette question de se rapprocher de la réalité, dans un moment d'urgence sociale, d'urgence écologique, d'urgence migratoire, enfin bon, où les urgences et les catastrophes sont là sur le plan social et écologique, et économique aussi d'ailleurs, se rapprocher de la réalité et se sentir utile, on le ressent davantage, et c'est un engagement politique hors des partis politiques. Voilà, donc je pense que, je ne veux pas être trop longue, mais je pense que c'est une question ouverte, posée aux partis politiques, lorsqu'il s'agit d'imaginer qu'ils puissent avoir un avenir. Et ça concernait, moi quand je suis arrivée au Parti socialiste, on m'a dit « Ah ben ça tombe bien, on a besoin de bras ». Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis dit, moi, je leur ai dit, je suis aussi une cervelle. Hein. Donc, je pense que cette question, elle est posée, elle pouvait être posée pour les ouvriers dans les années 70, 80, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la question du respect humain qu'on doit à ceux qui viennent dans un parti politique, elle est ouvertement posée, évidemment, encore davantage à gauche. Merci, Lucille. Laurent, en fait, je ne vais pas t'interroger, ce qui va te réjouir comme ancien secrétaire général de la CFDT, mais comme pilier du pacte du pouvoir de vivre. En tirant le fil de ce que disait Lucille tout à l'heure, en disant on se sent plus politique dans cette troisième composante, dans la société civile, le monde de l'engagement. Est-ce qu'à un moment, les différentes composantes du pacte du pouvoir de vivre, et même de manière collective, se posent la question, et comment elle le résout, du débouché politique de leur engagement? Avant de répondre à cette question, je réaccroche aux assises du socialisme. Il faut regarder ce que c'était, en tout cas tel que moi je le lis, et sans en avoir été encore un acteur. C'était un moment de bouillonnement d'idées et bouillonnement intellectuel incroyable, de mélange de légitimités différentes pour essayer de faire émerger des alternatives. Un moment d'espoir important, d'utopie mobilisatrice, je dirais, moi, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, l'arrivée de la gauche, etc. Puis un moment d'incarnation extrêmement forte. Vous avez, tout à l'heure, dans la table ronde, je suis arrivé en cours, mais cité des noms de leaders politiques, etc. Bon, ça en jetait un peu, quoi, quand même, si je peux me permettre. Non, mais et c'était ça. Et je crois que... en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, pour les forces syndicales, les réseaux, les associations, etc., il y avait un côté challengeant. Aujourd'hui, il se passe où le débat d'idées? Elle se passe où la formation de cadres, la formation politique de cadres? Se passe où la confrontation dans des congrès, non pas de deux lignes déjà complètement définies, mais de décisions, de positions à tenir, etc. Elle se passe où l'écriture? Il se passe où l'écriture de notes? Il se passe où la lecture d'intellectuels qui, aujourd'hui encore, travaillent, etc. Il ne se passe plus dans les partis politiques. Qu'on le veuille ou non, elle ne se place plus, en tout cas, dans les partis politiques de gauche. En tout cas, elle ne se passe plus au Parti socialiste. De mon point de vue, j'ai le droit d'être critiqué, ça ne me pose aucun problème. Et donc, je dis ça parce qu'à un moment donné, je crois qu'une partie de ce que je viens de dire est rajoutée par une autre, qui a été un autre élément d'importance de mon point de vue qui a été rappelé par Lucille et François, c'est l'ancrage dans le réel. L'ancrage dans le réel, c'est, mine de rien, la reconnaissance d'une société qui est quand même un peu plus compliquée qu'au moment des assises du socialisme. Je crois quand même, notamment dans l'articulation, la tension qui a toujours existé entre l'individu et le collectif, dans un monde du travail qui est quand même pas aussi unifié qu'il l'était à ce moment-là, c'est-à-dire une diversité du monde du travail, voilà. Et puis la question environnementale qui évidemment n'était pas... Voilà. Et puis... je pense qu'on a
on a un peu mythifié les 30 Glorieuses, et on sort à sortir de ce mythe, quoi, qui était quand même pas un grand mythe, hein, parce que le plein emploi était quand même un peu lié au fait que les femmes étaient à la maison, on tirait comme des bêtes sur l'environnement, etc. Donc c'était pas que les 30 Glorieuses, quoi. Mais donc aujourd'hui, la force intellectuelle, l'intellectuel collectif, comme on disait à la CFDT, il est plutôt dans le réseau associatif, etc. Et la construction du pacte de pouvoir de vivre, c'est pas d'offrir le débouché politique. En tout cas, quand on le monte, en plein moment des Gilets jaunes, en plein grand débat lancé par le président de la République, où, bien sûr, il y a une volonté de bypasser ce qu'on appelle les corps intermédiaires de la société civile, on le lance en disant « Attendez, on est là, et nous, on a travaillé, quoi. On a travaillé, on a des idées, on représente des légitimités différentes, on représente des publics, enfin, des citoyens différents. Et l'idée, c'est de dire, peut-être qu'il y a des idées à tirer de cela. » Et ce qui a été marrant, c'est qu'on nous a dit, envoyez-nous les notes, et on les transcrira. Mais je ne vous raconte pas de blague, hein. J'aime pas. Voilà. Envoyez-nous les notes et on verra, on essaiera de les porter. Il y a même eu, et vous pouvez le vérifier, une proposition de loi qui a été faite par un groupe politique qui a repris les 90 propositions du pacte du pouvoir de vivre. C'est pas ce qu'on attend des politiques, en fait. On n'attend pas qu'ils soient l'éponge de ce que porte la société civile, parce que évidemment que la société est traversée d'intérêts contradictoires, et y compris au sein du pacte du pouvoir de vivre, entre une organisation environnementale et une organisation syndicale, qui évidemment n'a pas tout à fait la même approche de la transformation du modèle automobile, de la transformation, etc. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était apporter dans une confrontation, être dans sa capacité de confrontation, avec une logique d'un pouvoir à l'époque qui n'était pas évidemment très à l'écoute. Quand je dis à l'époque, c'était le pouvoir de l'époque, c'est pas qu'il serait à l'écoute aujourd'hui. Mais c'est et on n'a pas trouvé de sparring partner, en fait. Parce que c'est quoi le rôle de la société civile, y compris pour le politique? C'est un sparring partner, pas un petit frère, pas un sous-traitant, pas une courroie de transmission, un sparring partner, quoi. Et ça, c'est ça qui manque aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire, moi en tout cas, je ne me résous pas à ce que tout d'un coup, la solution, ce serait que la société civile organisée s'engage en politique. C'est pas ça. Ça ne marchera pas de toute façon. Ça ne peut pas marcher à ce niveau-là. D'abord parce que ça fera un vide quelque part. Et deuxièmement, je crois que, et là c'est pour pondérer un peu mon propos, je crois qu'il existe des politiques ancrées dans le réel. Il se trouve, et je ne l'ai pas fait parce que je l'ai ici, mais j'ai lu l'année dernière l'essai que va sortir Boris Vallaud sur sa permanence parlementaire. Et je fais de la pub pour personne. Hein. Je suis désolé, mais voilà, il y a de l'ancrage dans le réel. Il y a de l'ancrage et des élus comme ça, on en connaît tous, y compris dans les collectivités territoriales, etc., dont on parle peu. Mais la politique, c'est résumé à une image nationale, parce que les troupes non plus ne sont pas aussi nombreuses. Et c'est ça qui, je crois, pose un souci et pose une difficulté de positionnement. Et on a trop vécu ces derniers temps l'idée que, puisque le politique est défaillant, la société civile va aller prendre le relais. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que la société civile a une place à prendre? Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une place peut-être différente et un rapport aux politiques à réfléchir différemment? Oui, je crois aussi. Mais c'est aussi, je pense que dans ce cas, il faut arrêter de considérer que la société civile, et c'est encore le cas d'un certain nombre de partis de gauche, et on l'a vu, y compris dans les derniers grands mouvements des retraites, etc., comme finalement, vous devez servir à l'accession au pouvoir de nos partis. Eh bien, ce n'est pas à ça que servent des organisations syndicales, ce n'est pas à ça que servent des associations. Par contre, que le travail qu'elles mènent, et s'il y a une interaction intelligente et un débat d'idées intelligent, etc., elle soit utile à l'accession au pouvoir de tel ou tel parti de gauche, c'est à eux de l'exploiter. Voilà. Et donc, si c'est l'idée, le pacte du pouvoir de vivre, si c'est l'idée, c'est de faire de la politique, évidemment, quand on propose un modèle de développement différent qui tienne compte des enjeux environnementaux, des inégalités, de l'enjeu démocratique aujourd'hui, évidemment, il y a des propositions politiques dedans. Mais est-ce que c'est pour aller aux urnes? Non. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que ça a été pensé. Alors, je vous relance et je le refais dans l'autre sens. Je m'acharne sur toi, Laurent. Parce que je t'avais posé la question sur est-ce que vous avez besoin d'un débouché politique. Et c'est intéressant, tu m'as dit, on n'a pas vocation à être un débouché politique. On ne veut pas non plus être
une éponge, c'est-à-dire simplement que nos propositions soient reprises. On a besoin d'espace de confrontation et pour nouer des compromis. Bon. Avec qui? Parce que tu as parlé... Il y a besoin d'un débouché politique, Gilles. C'est les militants de la CFDT, encore une fois, hein, qui sont très fiers d'une forme d'autonomie. Autonomie engagée, disait Edmond Maire. À un moment donné, on est là maintenant, c'est libre mais engagé, etc. Cette doctrine-là, au sein de la CFDT notamment, c'est pour dire qu'on ne se désintéresse pas de ce qui est passé. Et moi, j'ai constaté ces 15 dernières années une forme de beaucoup d'orphelins politiques au sein de l'organisation que je dirigeais. Le sentiment qu'il n'y avait pas forcément de débouché. Donc forcément qu'il y a besoin d'un débouché politique. Pas pour considérer qu'une fois qu'on aurait confié les clés, tout se passerait bien. Le débouché politique, c'est pas le rôle d'une organisation syndicale, c'est pas d'avoir de porter tel ou tel au pouvoir et de considérer que tout sera réglé derrière, quoi. Ça, certains l'ont cru en 80, hein, enfin, et puis légitimement et sincèrement, etc. Mais c'est pas pour ça, mais d'un débouché politique, d'un portage politique, du réel, de solutions pour améliorer la vie concrète des uns et des autres, une vision qui soit pas, vraiment portée par une colonne vertébrale en termes de répartition de la richesse, de lutte contre les inégalités, etc. Oui, il y a besoin de ça, forcément. Mais la question, c'est... puisqu'il y a une forme de défaillance pour la mener, est-ce que c'est à la société civile de le faire toute seule en autonomie? Non, je viens de le dire, mais est-ce que la société civile doit y contribuer? Oui. Mais pour ça, il faut accepter de lire, de se confronter. Moi, j'étais très amusé de ce que disait Jean Glavany tout à l'heure sur Solferino, où il y avait des gens de partout qui venaient, etc. Moi, j'y suis allé à Solferino et ailleurs. J'ai jamais connu, ces 10 dernières années, d'endroits, oui, je suis un peu, voilà, mais ces 10 dernières années, j'ai jamais connu d'endroit où on nous faisait venir et on pouvait se coltiner, que c'est ça qui est intéressant, c'est le sparring partner, il est plus là, voilà. Même question sous une autre forme pour Lucile, parce que je trouve on sent bien le risque de la période dans laquelle nous sommes, où chacun reste sur son propre territoire. C'est vrai, ça peut être vrai des syndicats, ça peut être vrai, on le sent beaucoup dans le monde associatif, et ça peut être vrai aussi du monde des idées. Or, le débouché politique, il se fera pas comme ça. Oui, je me rappelle c'est Matthias Fekl qui m'avait raconté qu'il avait été très fier quand il était ministre du Commerce extérieur d'organiser un point presse avec les ONG et puis de travailler avec elles, qu'il était toujours déçu parce qu'ensuite, lorsqu'elle communiquait, elle disait toujours qu'il était un ministre nul. Et donc, c'est clair que le jeu de rôle tel qu'il est aujourd'hui organisé se fait au détriment de ce qu'on racontait, avec le fait qu'au fond, on n'a rien à attendre les uns des autres et qu'on fait semblant on se voit et puis ensuite, chacun revient dans son couloir de nage. Alors moi je voulais dire 2 choses. C'est que il me semble déjà qu'il faudrait envisager de faire les programmes politiques différemment. C'est-à-dire que moi, je lisais un certain nombre de choses sur le rocardisme pour venir, plus que sur le mitterrandisme. Je ne sais pas pourquoi on s'imagine toujours que le mitterrandisme, on connaît un peu mieux. Et sur le rocardisme, on se dit, ah là, il y a un foisonnement, il faut que je lise, etc. On se sent... Bon. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'à chaque fois, il y avait quelque chose sur l'articulation entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir, avec l'idée qu'il fallait être réaliste. Et tout à l'heure, Jean Glavany a dit, au fond, il y avait le réalisme économique, puis le volontarisme politique du côté de François Mitterrand. Et donc, moi, je trouve que et le volontarisme politique et le réalisme économique ont été perdus aujourd'hui dans la manière de faire les programmes du Parti socialiste, et qu'on est dans le yaka faucon, et que, évidemment, ça ne bénéficie pas à cette relation au réel dont on vient de parler, qui ne doit pas être une relation au réel de dire tout va très bien, Madame la Marquise, qui est une relation au réel avec le volontarisme politique. Et en ce sens, la relation entre un think tank, une revue comme la revue Esprit ou des gens comme ça, c'est bien, mais il faut évidemment articuler ça avec du savoir-faire qui viennent d'ailleurs. Moi, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de parler en général de la société civile. Dans le pacte du pouvoir de vivre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un mélange entre des personnes qui avaient
en termes d'échelle, en termes de quelque chose qui vient du local, en termes de quelque chose qui vient de la réalité vécue. Et donc, comment est-ce qu'on fait? La société civile, elle n'a pas vocation à défendre son couloir de nage et à faire des propositions dans son domaine. Elle aurait vocation à enrichir, me semble-t-il, la manière de faire programme politique par la réalité de ce qui se passe à la fois dans la vie et dans le territoire. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais c'est aussi quelque chose qui est posé à la société civile. Il n'y a pas que les partis politiques qui sont nuls aujourd'hui. Il y a aussi, dans un certain nombre d'ONG, il y a aussi des réflexes de confort intellectuel, ou des manières de faire, ou des refrains. Et au fond, tous, nous devons sortir du refrain et de l'assignation. Parce que lorsque je parlais de ceux qui sont plus jeunes et qui s'engagent, moi, j'entends des paroles assez bouleversantes, mais elles n'arrivent pas à faire un programme et elles n'arrivent pas à faire société. Et donc, on parle de la relation entre individu et collectif. Pardon, c'est peut-être un peu compliqué, là. Je ne fais pas de réponse simple. Hein. Mais il me semble que c'est dans ce foisonnement des paroles qu'il y a quelque chose à élaborer de collectif, mais qu'aujourd'hui, dans les processus qui sont à la fois de dialogue entre société civile et partis politiques, de présence médiatique aussi, de polémique, etc., on n'arrive pas à imaginer un programme qui fasse société en partant du bas. Donc j'aimerais que la question de partir du bas soit une question qui soit posée et pas seulement de dire on se met tous autour de la table, on fait des assises. Tout à l'heure, il y avait les assises de ce qu'ont fait les assises en bas, dans la Loire, et puis ce qu'elles ont fait à Paris. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans dans cette circulation? Et la société civile, elle peut aider à faire circuler des choses qui ne soient pas dans cette segmentation et dans ce partage du pouvoir qui aboutit à un pouvoir assez impuissant. Alors, même question, mais sur le bas, pas obligatoirement de l'articulation nationale, locale, mais de la société civile, du monde associatif à François. Je dis ça parce que j'ai participé hier aux journées du travail social qu'organisait la Fédération des acteurs de la solidarité à Nancy. Il y avait 1200 personnes et j'étais très frappé de à la fois la grande inquiétude du monde du travail social, inquiétude par rapport aux politiques, leur grande attente et leur grande interrogation sur la manière dont ils devaient ou dont ils pouvaient s'engager, sachant qu'il y a 1001 formes possibles de l'engagement, mais cette idée que justement la parole du bas devait être davantage entendue. Je pense que aujourd'hui, cette parole du bas, elle est un peu confisquée par le haut, y compris dans le monde associatif. C'est-à-dire que puisque tu parles des assises du travail social, j'ai connu ce monde-là aussi. Chaque fois qu'on avait une grande réunion, des grandes assises, on entendait des chercheurs, des présidents d'associations, des hauts fonctionnaires, mais on n'entendait jamais la parole de la base. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, et je crois que c'est valable aussi d'ailleurs pour le pacte de pouvoir de vivre, nous devons arriver à ce qu'on fait en termes de plaidoyer, ce qu'on fait en termes de constat de dysfonctionnement soit porté par la base de nos organisations. Moi, je vais vous dire, je bats mon mea culpa. Aujourd'hui, lorsque le Secours catholique fait un grand plaidoyer sur, je ne sais pas, l'inclusion financière, il n'y a pas un bénévole de base du Secours catholique qui s'approprie la question. Or, le député, il est entouré à la base. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont nous allons pouvoir faire passer au niveau le plus bas possible des revendications, en tout cas des analyses qu'en effet le sommet aura fait parce qu'il aura collationné des tas d'expériences, mais qu'il faut qu'il fasse retomber. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un député un par un, les uns après les autres, pour leur expliquer ce qu'on est en train de vivre et que lui nous explique ce qu'il est en train de vivre. Ça ne se fait absolument pas. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'idée du dialogue, voire du compromis. Moi, je ne crois pas aujourd'hui, et je le dis, y compris pour le pacte du pouvoir de vivre, qu'on puisse imposer au pouvoir politique tout d'un coup une discussion générale sur l'ensemble des points qui sont aujourd'hui en discussion dans le pacte. Mais qu'on les prenne un par un, qu'on trouve un par un des appuis dans le monde politique parce qu'ils l'auront vécu. Et parce que la base de nos organisations auront été directement concernés et directement saisis,
alors je crois qu'on arrivera à reconstruire un lien. Moi, mon problème, c'est de reconstruire le lien. Et je plaide, là pour nous, faisons attention, nous et dirigeants associatifs, à ce qu'on ne confisque pas le pouvoir. Et je crains beaucoup cette tentation. Alors si on peut essayer d'avancer dans ce sens, je crois qu'on avancera un peu plus. Parce que moi, je crois que le monde politique n'est pas un monde ni de feignants, ni de gangsters, ni d'incapables, ni de rien. C'est des gens qui sont aujourd'hui un peu coupés de la réalité. Et s'ils le sont, c'est un peu de notre faute. Alors, je vois que Laurent m'a levé juste François, le pacte du pouvoir de vivre, aujourd'hui, c'est 40 associations locales. Hein, c'est une école du pacte du pouvoir de vivre pour des jeunes, des cohortes qui sont formées. Je veux juste te dire un point, ça se discute, hein, le dernier point, moi, je crois qu'on a besoin d'un projet politique. Je pense qu'on a besoin quand même de porter une alternative au modèle de développement qui est tel qu'il est. Et que, justement, l'exercice qui consisterait à regarder mesure par mesure, c'est sympa, ça obtient des résultats, à part le biais de compromis, etc., voilà, à certains moments, ou de propositions qui sont portées. Mais est-ce que ça te fait cette utopie qui, je pense, d'une certaine manière, et c'est pas pouvoir copier, on revient pas, mais qui a, si je peux me permettre, un peu été celle qui a été celle des assises du socialiste. C'est-à-dire que je crois quand même que ce qui manque, et c'est là où c'est pas aux organisations sans doute de le faire, mais c'est là où il manque le relais politique qui se nourrirait de cela pour porter un projet politique et non pas des mesures les unes après les autres qui peut-être ne feraient pas sens parce que, y compris, pourraient être contradictoires entre elles. Moi, je le dis, hein, et puis ça sera le dernier truc, et c'est pas du tout vachard, mais on a passé l'été à attendre une proposition du groupe de l'alliance électorale qui est arrivée le premier, de 4 personnes ou un peu plus avec les adjoints qui sont enfermés, qui représentait moins moins en termes d'adhérents qu'une grande fédération CFDT. Vous voyez ce que je veux dire ? On a un problème. C'est-à-dire que, et on a un problème. Et pendant ce temps-là, c'était vu, la société civile a été vue comme qui on pourrait proposer pour occuper un poste et pas qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'intelligent dans la façon d'irriguer la société. Et je pense que si on en reste là, on a quelques années de galère devant nous.